Alors, l'enjeu de transition écologique et numérique de notre secteur réside dans la mise en place d'une collaboration fructueuse entre les différents acteurs impliqués dans la filière bâtiment durable. Les 7 rencontres filières enseignantes entreprises organisées tout au long de ce mois de février ont cette vocation et permettent un lien opérationnel fort entre les entreprises et le monde de la formation, dans un objectif d'évolution des formations et d'insertion des jeunes. La FFB Île-de-France-Est est ravie de porter cette action dans le cadre du campus. C'est un événement qui capitalise sur un partenariat de longue date entre la FFB Île-de-France-Est et l'Académie de Créteil et les CFA et l'enseignement supérieur. En effet, nous prenions date chaque année pour échanger entre nos structures partenaires. Avec ces rencontres, et particulièrement notre application dans le campus des métiers et des qualifications transition numérique et écologique dans la construction, nous allons plus loin dans cette collaboration avec des échanges directs entre les enseignants et les entreprises. Nous sommes ravis de permettre aussi à cette occasion l'intervention d'experts nationaux de chaque filière. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, de fructueux échanges entre nous tous. Et je passe la parole, Séverine. À Olivier Lefebvre. Bien, bonjour à tous. Merci, monsieur. Merci à la FFB Île-de-France-Est de nous accueillir dans ces murs virtuels pour la plupart, mais quand même. Donc nous nous retrouvons effectivement dans un nouveau temps d'échange qui, effectivement, vous l'avez rappelé, monsieur, a existé par le passé et que nous apprécions tout particulièrement. Ils nous ont donné plein d'idées de coopération et on peut presque dire d'ailleurs que cette idée de campus est née de ces échanges fructueux. Donc un grand merci au campus de nous permettre de les relancer et voilà, dire que ce campus n'est pas une simple signature entre différentes parties dont les ambitions pourraient se déliter avec le temps comme parfois c'est le cas, mais bien au contraire, nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait qu'amplifier et se structurer, qui nous amène d'ailleurs à bousculer parfois nos propres organisations, nos propres habitudes, pour trouver davantage de souplesse, d'agilité, les clés aussi pour avancer sur des solutions concrètes et très pragmatiques qui rendent service, qui en tout cas qui ont vocation à rendre service à tous, organismes de formation, PLE et CFA, mais pas que, aussi entreprises, branches, rectorats, conseil régional Île-de-France et puis tous nos partenaires. Nous avons chacun dans toute cette aventure, nos propres enjeux, nos propres difficultés parfois, nos propres politiques également à mener. Et le campus nous a permis et nous permet de se fixer des objectifs clairs et ambitieux, renforcer les liens qui nous animent dans le continuum orientation, formation, emploi, vous l'avez rappelé monsieur également, travailler l'attractivité, développer des projets communs, développer des partenariats de territoire, de proximité entre établissements et entreprises, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte de formation, enrichir et actualiser nos pratiques en classe, bien sûr. Autant de sujets qui justifient l'importance de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leur actualité, de leurs perspectives, bien sûr. C'est bien la nature de ces échanges. Et je me tais donc pour leur laisser libre cours et remercie encore une fois vivement la FFB Île-de-France-Est et particulièrement Séverine, bien sûr, pour tout l'engagement et le travail fait en ce sens. Merci évidemment également à nos intervenants experts. Merci Olivier. Donc on va pas faire de tour de table, vous l'avez bien compris, parce que sinon on prendrait beaucoup de temps. Il y a plein d'experts et d'entreprises autour de la visio ou autour là aussi en présentiel, et beaucoup d'enseignants autour de la visio. Donc surtout prenez la parole, c'est l'occasion vraiment d'échanger entre nous. Je passe moi la parole donc à Philippe Moreau du 3C APTP pour nous faire cette présentation sur les évolutions en fait de la filière en termes de compétences et en termes de besoins en formation. Monsieur Moreau, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. C'est bon, tout le monde m'entend? Parfait. Bon. Alors, effectivement, donc merci de m'avoir invité donc à cette manifestation, une partie en présentiel pour vous, une partie en virtuel.
Donc là, l'objectif, donc c'est la rencontre école filière aménagement finition. L'aménagement finition, peinture et décoration. Parce que voilà, donc on sait qu'on est sur un socle et je veux dire avec une appétence qu'il y a, il ne faut pas le perdre de vue au niveau des familles. Donc c'est les diplômes de l'éducation nationale. Donc quand on sait qu'on est sur le début de formation, la formation initiale, qu'on appellerait. Donc, avec le CRP peintre applicateur de revêtement et qui, pour nous, correspond à l'intelligence de la main et tout ce que l'on peut mettre avec, je veux dire, dans ce cursus de formation. Alors, on sait que cette appétence pour les familles, elle est bien présente, de façon à pouvoir commencer par ce cursus. Alors, on sait que le cursus, il y a la voie scolaire et il y a l'apprentissage. Alors nous, 3CR BTP, on est plutôt orienté sur l'apprentissage, mais ce qui fait que ça n'empêche pas qu'on a des jeunes qui sont aussi, je veux dire, par la voie scolaire et le lycée pro. Donc le titulaire devient peintre en bâtiment, il réalise des travaux de qualité soignée, ainsi que la pose de revêtements muraux ou de sol. Donc ça, c'est tout ce qui est demandé par la branche et par les branches professionnelles. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est qu'on sait qu'on est sur des métiers qui malheureusement sont un peu en tension. Alors, plus pour les plâtriers plaquistes et les carreleurs, mais on sait que pour les peintres, ça reste quand même quelque chose qui est à surveiller, qui devient des moments un peu compliqués. Alors, un peu compliqué, c'est qu'effectivement, il y a le CRP peintre. Par la présentation que je vous fais, il y a la seconde pro. Et évidemment, le fameux bac pro aménagement finition, qui là, des moments, on se dit comment trouver sa place et pour répondre à vos besoins, vous les entreprises, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon bac pro. Alors, avec le bac pro, effectivement, c'est plutôt l'examen qui va emmener sur une poursuite d'études. Là, il y a aussi, c'est le brevet professionnel via l'alternance qui a le même niveau de formation, à savoir que les compétences sont plus orientées vers l'entreprise et moins vers la poursuite d'études. Ou alors, si on veut monter en compétences, après, il peut rejoindre aussi cette montée en compétences via les titres du ministère du Travail qui sont mis en place et qui fonctionnent très, très bien aujourd'hui. À savoir que c'est pas pour, on sait qu'il y a les titres de l'éducation, les diplômes de l'éducation nationale, et ça, cette formation initiale, je veux dire, cette entrée qui va pouvoir monter en compétences. Et en même temps, il y a ce qui peut être proposé, c'est les titres pro du ministère du Travail qui, eux, permettent de faire cette montée en compétences et d'être progressif tout au long de la vie. Alors, là, aujourd'hui, sur le CAP, il y a des horaires indicatifs. On sait qu'il y a les travaux pratiques et technologiques. Donc là, je vous ai fait un tableau. Je ne vais pas vous le reprendre en totalité. Je vous laisse l'observer. Donc effectivement, il y a les travaux pratiques et technologiques. Il y a l'étude des constructions, ce qui correspondrait dans un jargon de formateur la partie EDC. Aujourd'hui, il y a la partie chef-d'œuvre qui permet aussi d'aller plus loin et de donner de l'appétence pour certains apprenants, de façon à pouvoir déployer et mettre tout ça en œuvre, après, même dans le cadre des titres professionnels. La co-intervention entre le français et l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est un des points qui avait été un enjeu majeur, de façon à pouvoir amener les jeunes à pouvoir travailler et surtout être capable d'expliciter, de converser avec leur maître d'apprentissage ou avec leur formateur le mieux possible. Il y a la co-intervention aussi mathématique et enseignement professionnel. Donc là, effectivement, on s'aperçoit qu'il est important et c'est surtout la place de l'enseignement général qui est importante, surtout dans ce niveau de formation quand on est dans la formation initiale, parce qu'on est encore avec des jeunes qui sont jeunes, qui ont peut-être eu certaines lacunes, en fonction de leurs différents horizons, d'où ils viennent, mais qu'à partir de là, il y a toujours besoin d'avoir l'enseignement général.
Et quel que soit le choix qu'on va faire, là, on est bien sur la formation initiale. Quand on sera sur une montée en compétences, à savoir que les centres de formation proposent aussi des heures d'enseignement général malgré les titres professionnels. Ensuite, il y a la prévention santé et environnement, donc la PSE, le français histoire, les mathématiques, sciences physiques, l'anglais, l'art appliqué. Et l'art appliqué, alors sur nos domaines de finition, et là c'est très important pour nous, c'est de donner toute cette approche au niveau de la couleur et de la représentation dans l'espace de ce qu'on peut attendre au niveau du métier. Ensuite, il y a l'éducation physique et sportive. Et bien, effectivement, ben là, on sait qu'il y a toujours ce renfort musculaire donc, qui est abordé aussi à ce moment-là. Et l'accompagnement personnalisé, donc tout ce qui peut être aide et soutien. Voilà pour cette partie-là. Alors, les débouchés. C'est pas le tout de partir sur la formation initiale. Donc, les titulaires du CAP peintre applicateur de revêtement peuvent entrer en première bac professionnel aménagement et finition ou en BP peintre applicateur de revêtement avec de très bons résultats en CAP. Effectivement, c'est pas parce que quelqu'un a commencé a fait ce choix en CAP sur la formation initiale que sa vie elle est perdue. Bien au contraire. On a quand même pas mal de jeunes, et moi j'en ai eu parce que j'ai été formateur pendant 25 ans, des jeunes qui sont rentrés en CAP et qui ont fait un cursus complet jusqu'à la licence professionnelle qu'on verra tout à l'heure, qui peut se faire à Laval. Ils peuvent entrer aussi dans la vie active. Les entreprises et les artisanales du bâtiment recrutent. Il faut savoir que là aujourd'hui, toutes les entreprises sont à la recherche de jeunes. Le gros souci, et les entreprises qui seront là, je pense qu'ils pourraient en témoigner, aujourd'hui, recherchent et trouvent pas grand monde. Est-ce que c'est le cas pour les entreprises? Les entreprises autour de la visio ou autour de la table, est-ce que vous avez ces difficultés de recrutement? Et si oui, sur quel type de compétences en fait? Ouais, monsieur Wilfer. Oui, le recrutement, c'est une vraie difficulté. Pour recruter quel type de profil, monsieur Wilfer? Plâtrier, plaquiste. Plâtrier, plaquiste. Plaquiste. Le plafond démontable. Alors effectivement, les plâtriers plaquistes, là, c'est un gros travail et hier on était encore dessus. Donc pour les plâtriers plaquistes, là je suis parti sur la filière finition, donc plus axé sur les peintres. Les plâtriers plaquistes, on sait qu'on a le CAP métier du plâtre et de l'isolation. On sait que derrière il y a le fameux BP qui est la même dominance donc avec métier du plâtre et de l'isolation. À partir de la rentrée de septembre 2022, vous allez avoir la mention complémentaire donc, qui va arriver plâtrier, qui là aujourd'hui donc a été réécrite et présentée. À savoir que vous avez aussi les titres pro de plaquistes, qui là aujourd'hui, ben, effectivement, dans X centres de formation peuvent être dispensés. Mais c'est une filière qui, effectivement, aujourd'hui est en tension et qui manque de candidats. Malgré tout ce qui peut être fait par la profession, jumelé sous l'effigie, vous verrez plus loin dans la présentation au niveau de l'APMP. Donc, c'est de façon le challenge du plâtre, promouvoir les métiers du plâtre, mais il y a beaucoup de mal de façon à pouvoir recruter. Avec les compagnons du devoir, on travaille aussi sur le métier de plâtrier à la vision 2035. Et une réunion qui a eu lieu la semaine dernière, effectivement, montre que même chez les compagnons du devoir, ce sont des métiers qui sont en tension et qui n'arrivent plus du tout qui attirent plus. Donc là, il y a le challenge du plâtre, on verra tout à l'heure, qui est en route, mais c'est une grande problématique. Et on verra aussi, Monsieur Moreau, j'ai quelques petites diapositives, mais il n'y a pas beaucoup non plus d'offres de formation quand même sur le territoire de l'Île-de-France. Donc il y a deux choses. Il y a et l'attractivité, donc là, il faut effectivement attirer des jeunes au regard des besoins des entreprises, évaluer ce besoin des entreprises de manière à voir si effectivement il faut aussi augmenter entre guillemets l'offre de formation sur le territoire de l'Île-de-France. Monsieur Wilfer, vous voulez continuer à prendre la parole? Excusez-moi, Philippe. Eh ben, justement, pour rejoindre ce que vous dites, effectivement, si on est
sud-est Île-de-France, on a deux choix. On a plus d'1 heure de route pour aller au CFA Docker, ou alors on a plus d'1 heure de route pour aller à Brétigny-sur-Orge. Donc, ce qui fait que tous les potentiels candidats qui sont sur le sud-est francilien, ils n'ont pas réellement de solution de formation. Et puis, quand on leur annonce que tout de suite, il faut qu'ils partent pour être formés, donc soit c'est une vocation depuis tout jeune et on veut impérativement faire ça, soit on ne connaît pas et on voudrait connaître un métier et on ne va pas le faire parce qu'on ne va pas quitter son foyer et partir à l'autre bout de la Seine-et-Marne ou l'autre bout de l'Île-de-France pour découvrir un métier qui hypothétiquement pourrait nous plaire ou pas. Il y a un autre sujet, c'est que aujourd'hui le plâtrier, ça a vocation à disparaître dans les grandes lignes. Le vrai plâtrier qui préparait son plâtre comme ça se faisait par le passé, ça disparaît, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps sur les chantiers d'attendre 3 semaines que le plâtre sèche correctement. Donc ça disparaît au profit de la plaque de plâtre. Et aujourd'hui, quand on a des formations de plâtrier et plaquiste, ou qu'on développe une mention complémentaire plâtrier, je trouve que c'est pas forcément adapté. Et le faux plafond plafiste, le faux plafond démontable est assez peu présent dans les diplômes et dans les formations. Donc on a un CAP, on a un BP, et après, quand on a des bacs pro, moi j'ai eu le cas en interne, c'est de l'aménagement et finition, donc très peu de plâtrerie. Le petit jeune qu'on a pris qui a fait son bac pro, on l'a embauché à la suite, ça fait 2 ans qu'il est embauché, il commence seulement à savoir faire de la métier de plaquiste. Voilà. Donc ça prend un temps supplémentaire qui est assez important pour... Alors effectivement, là je me permets, et ça, toutes ces remontées, quand les notes d'opportunité sont faites, les entreprises, et il y a des gens autour de la table qui participent, qui ont été à l'effigie de ces notes d'opportunité, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a 2 cas de figure. Il y a déjà un gros souci, alors il y a les plâtriers, il y a les plaquistes. Il y a les chantiers de réhabilitation, donc là, qui demandent encore à certains moments des raccords de plâtre, où il y avait des gros soucis pour faire ces raccords de plâtre, parce qu'on a de moins en moins de gens qui sont capables de les faire. Ou alors ils sont faits, mais pas avec les produits qui devraient être employés. Et ça, effectivement, il y a un manque de ce côté-là. Quand j'ai parlé de la mention complémentaire plâtrier, effectivement, là, on va parler sur le territoire national, parce qu'il y a une région qui est encore fortement mobilisée sur le plâtre, et qui est la région de la Bretagne. Effectivement, en Île-de-France, et vous l'avez dit à juste titre, dès qu'on veut former déjà les plaquistes plâtriers, effectivement, donc là, au niveau de l'examen, on est bien parti sur le diplôme de plaquiste en tant que tel, et c'est pour ceci qu'on a perdu une grosse partie de la partie plâtre qu'il y avait avant, et que la mention complémentaire plâtrier a été réécrite de façon à pouvoir combler sur le territoire, je veux dire national, évidemment, les manques qu'il aurait pu y avoir sur certaines régions, qu'il y a encore cet attachement au niveau du plâtre. Pour la partie Île-de-France, effectivement, et là, il n'y a pas assez de couverture. On sait que nous, sur le CFA de Brétigny-sur-Orge, on a la chance d'avoir encore les staffeurs, entre guillemets, et il reste la partie au Caire. Mais sinon, tous les autres centres de formation, il n'y a plus du tout de formation en tant que telle sur le métier de plaquiste. Voilà. Alors, au niveau des lycées, je ne sais pas si au niveau des lycées, enfin, si au Guéatrem, il y a encore des plâtriers, et il y a les staffeurs. Il y a le bac pro aménagement finition, et là, effectivement, dans la présentation, on va y arriver. Le bac pro aménagement finition, lui, couvre ces parties-là, peut-être pas suffisamment. Et après, quelle exploitation on peut en faire au niveau de l'entreprise? Et comme je le disais, effectivement, souvent, ce bac pro aménagement finition a plutôt vocation après vers une poursuite d'études. Voilà. Et c'est là que toute la place des titres pro peuvent être envisagées, je veux dire, dès qu'il y a des sections d'apprentissage. Et surtout, il y a beaucoup de cœurs d'ateliers et ça répond souvent à un besoin des entreprises
de façon à pouvoir former sur des techniques plus, je veux dire, entre guillemets, professionnelles, les apprenants. Voilà. Néanmoins, Monsieur Moreau, Monsieur Oui. Moreau, j'avais échangé avec l'Union des métiers du plâtre et de l'isolation au niveau national, qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui, mais néanmoins, voilà, il me disait bien que la plaque de plâtre était intégrée dans les nouveaux référentiels de formation, hein, que ce soit CAP ou BP. Est-ce que, voilà, alors non pas, est-ce que vous le confirmez, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises pour les rassurer hein, sur l'intégration de la plaque de plâtre dans les contenus de formation actuels et juste par rapport à l'offre de formation, c'est vrai que c'est compliqué hein, pour les entreprises d'avoir toujours une offre de formation à proximité. On ne pourra pas toujours en fait être à proximité de toutes les entreprises et encore on est vraiment les moins mal lotis puisque je pense que l'offre de formation initiale, encore une fois vous l'avez dit tout à l'heure, elle est essentiellement sur l'Est Île-de-France, donc on est plutôt pas mal lotis, contrairement à l'Ouest. Néanmoins, je pense que voilà, c'est tout l'objet hein, de ces rencontres, c'est de voir du coup, d'évaluer un peu plus les besoins des entreprises et géographiquement et aussi par rapport au contenu, pour voir du coup ce qui devrait être proposé à terme au niveau des entreprises. Et d'autant que sur le métier de plâtrier plaquiste, c'est vrai qu'au regard de l'évolution des réglementations environnementales, la transition écologique, etc., on est clairement aussi impacté en fait par ces nouvelles réglementations d'isolation. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier, on va dire, particulièrement impacté par la rénovation durable. Donc voilà, on peut comprendre les besoins aussi des entreprises à ce regard-là, de manière aussi à avoir des gens compétents techniquement. Ouais, je vais rebondir. Oui. Allez-y, Monsieur Moreau. Non, allez-y. Justement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, on voit que sur les métiers spécifiques, ce qui est plaquiste, en termes de formation initiale sous statut scolaire, on n'est pas présent sur l'académie. Il y a le CFA Docker qui le fait, on l'a discuté, mais à faible effectif. Mais il est vrai que la partie plaquiste qui est maintenant intégrée au baccalauréat professionnel aménagement et finition des bâtiments, pour le coup, lui est implanté sur tout le territoire du niveau de l'Académie de Créteil. On est représenté sur les 3 départements et on forme environ une 60aine d'apprenants sous statut initial scolaire. Tout comme le CAP peintre et applicateur en revêtement, d'ailleurs, hein, on est présent sur les 3 départements, on forme environ une 100aine d'apprenants également. Donc, c'est vrai que sur le CAP peintre et sur le bac pro AFB, on est bien représenté sur tout le territoire de l'Académie de Créteil, ce qui n'est pas le cas sur le métier très spécifique de plaquiste pour le coup. Mais je pense qu'il y a quelque part, est-ce qu'il n'y a pas matière dans le CAP peintre d'aborder ce métier de plâtrier? Parce que je pense qu'il peut y avoir des vocations qui peuvent se découvrir, parce que c'est quand même une niche. Et dans le bâtiment, effectivement, c'est assez occulté, parce qu'on a le gros œuvre, on a la finition à la peinture, et au milieu, on a un plombier, on a un électricien, mais le plâtrier, on l'oublie un peu, alors qu'il fait partie prenante de la structure, c'est lui qui fait les cloisonnements, c'est lui qui donne toute la structure, et je pense que ce serait important, effectivement, d'avoir cette démarche au sein des CFA, d'avoir une partie, parce que je vois, moi, pour mon cas personnel en tant qu'entrepreneur, et il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un bout de placo à mettre, reboucher un trou. Bon, il faut bien qu'on débrouille tout seul, parce que de toute façon, on ne va pas appeler une entreprise spécialisée pour faire 3 mètres carrés, recouvrir un mur de 15 mètres carrés, ça n'a pas de sens. Et je pense que les jeunes s'y étaient formés et d'avoir un peu ce côté, et peut-être après, si ça les intéresse, effectivement, de rebasculer, mais déjà au moins on les aurait bien intéressés et ils seraient peut-être prêts à suivre. Des CFA et des lycées professionnels. Des CFA et des lycées professionnels, je tiens toujours à rappeler. Parce que ça permet. Les professionnels, ils en font un peu plus, je pense. Ouais, tout à fait. Donc ça permettrait aussi de couvrir un peu mieux le territoire et l'offre de formation. Monsieur Papavoine, vous vouliez prendre la parole. Oh. Oui, bonjour. C'est bon. Donc oui, je rebondissais un petit peu sur ce que Jean-Luc vient de dire. Donc c'est vrai que ce serait bien de rajouter du plâtre et puis en fait tout ce qu'on aurait envie. Juste un rappel, parce que c'est un petit peu ce que je rappelle à chaque fois au niveau national dans les réunions où les professionnels veulent toujours en rajouter, ce que je comprends.
Moi, je rajoute que si l'éducation nationale me donne plus de temps. Monsieur Papavoine, vous vous êtes pas présenté, on ne sait pas qui vous êtes du coup autour de la table. Excusez-moi, nous on sait, mais pas tout le reste des gens autour de la visio. Oui, enfin, je pense que beaucoup me connaissent parce que moi, je connais pratiquement tous les noms. Par contre, oui, je suis donc Luc Papavoine, je suis le représentant au sein de la FFB et de l'Union des métiers de la pour les peintres, je suis responsable de la formation et au sein de la FFB, je suis le président de la commission des métiers de la certification. Et du coup, je travaille énormément donc avec Monsieur Moreau, avec qui on travaille sur l'ensemble des titres et des certifications. Autour de la table, je crois que je connais tous les enseignants qui sont présents, oui, je crois bien. Au niveau des inspecteurs, je ne les connais pas parce que bon, malheureusement, ils changent un petit peu trop souvent et on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore, mais j'espère les rencontrer assez rapidement. Et puis après, je crois que j'ai vu tout le monde. Après, les professionnels, je les connais, donc voilà. Merci Luc. Du coup, vous avez des compléments effectivement sur ce que vous disiez, ou Olivier peut-être? Non, ça m'inspire juste une question en fait supplémentaire liée à la RE 2020, aux mutations de la filière, à une notion de décarbonation, etc. Et ma question c'est sur le sujet en fait de ce métier de plaquiste là, en quoi il y a des choses qui changent ou alors pas du tout. Je sais pas, est-ce qu'il y a des plaques découpées différemment, des gestes qui changent, des méthodes qui changent en lien avec ces mutations ou pas. Voilà, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ouais, Monsieur Moreau, c'est la parole. Oui, alors effectivement, pour avoir participé différents travaux sur les référentiels et en même temps sur les titres professionnels, avec qui on travaille beaucoup avec Luc Papavoine, parce que lui est fortement mobilisé là-dessus. Effectivement, on s'aperçoit qu'au niveau de la RE 2020, alors là, il y a tout un travail qui a été mis en place. Quand la mention complémentaire plâtrier, et effectivement, ils se sont aperçus, et là c'est la profession, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, effectivement, on pouvait répondre à cet enjeu, et qu'on va dire, et aux évolutions et sur le plan écologique. Là, tout le travail qui va être fait et tout ce qui est fait actuellement sur la mention complémentaire, sur le métier du plâtre et de l'isolation. Alors évidemment, là aujourd'hui, le référentiel avait été réécrit, il n'est pas très vieux. On sait que les référentiels, l'engagement de l'éducation nationale avait été qu'il serait révisé, pas réécrit, hein, je dis bien révisé tous les 5 ans. Effectivement, il y a des évolutions qui sont là. Là, aujourd'hui, quand on regarde toutes les évolutions, il y a eu les journées, d'où ce qui est marqué de l'innovation pédagogique. Évidemment, chaque paroisse tire la couverture de son côté. On a eu, à l'occasion de ces journées-là, les fabricants de laine. On sait qu'on a eu les fabricants qui sont plus, on va dire, au niveau de tout ce qui est chanvre et toute la partie bois, laine, et laine naturelle. Hein, je veux dire, chacun, il va de son… Et c'est les poussières industrielles qui sont là. Mais pour en revenir à les questions que vous aviez pu vous poser, c'est qu'effectivement, toutes ces nouvelles réglementations sont bien présentes dans les formations et sont à prendre en compte. Là où on s'en aperçoit, c'est toute la poussée, et quand je disais sur la formation initiale, et quel que soit le niveau, là on a les enjeux du bac pro et du PP, hein, qui sera bien encadré et réalisé, quel que soit le métier, qui soit pour les peintres, qui soit pour les plâtriers. On doit être capable de réaliser et surtout d'être conscient de tout l'enjeu écologique qu'il y a derrière et de former les jeunes, et surtout, ça va jusqu'au nettoyage. Et quand on voit jusqu'au nettoyage, pour les plâtriers, on sait qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place, alors des systèmes qui sont innovants, qui coûtent un peu d'argent. Et effectivement, ça en fait partie, même au niveau du nettoyage, avec une société, je veux dire, qui fait partie d'Environ Plus, qui est capable de faire du zéro rejet. Et là, on est aussi
dans cette partie que l'on doit aborder avec tous les apprenants qu'on aura en charge. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, du coup, pour rebondir sur la question d'Olivier, moi, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'établissements de formation qui préparent à cela, mais néanmoins, est-ce que effectivement vous intégrez ces nouveaux matériaux ou des nouveaux matériaux dans vos formations en fait actuelles? Là, je m'adresse aux établissements de formation. Il y a un frein financier par rapport au coût de la matière, hein, parce qu'effectivement, on sait que tous ces matériaux coûtent cher et qu'il y a différents partenariats qu'il va falloir qu'ils puissent être mis en place avec les industriels. Avec aussi vraiment la précaution à prendre qui est, OK, il y a des nouveaux matériaux, mais certes, il ne faut pas oublier les matériaux de base aussi. Et puis surtout, hein, quand dans les formations, l'évolution aussi hein, liée aux nouveaux matériaux, et ça c'est l'UMPI qui me le disait, faut aussi faire attention à ce que les jeunes qui sont en formation soient aussi bien formés à pourquoi en fait on utilise tel et tel nouveau matériau sur un projet de chantier ou de construction ou de rénovation et finalement pourquoi pourquoi choisir tel matériau et pas un autre au regard voilà, du bâtiment existant ou à construire, au regard aussi des questions assurantielles. Il y a aussi ça, hein, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Moreau, parfois en fait on a des fournisseurs qui poussent certains produits. Or, on n'est pas toujours encore bien c'est pas conforme, c'est pas le bon terme, mais bien au fait et en tout cas bien cadré en termes de normes. Or, il y a toute la question quand même assurantielle qui est importante à prendre en compte quand on construit, quand on rénove. Et il est important du coup que les jeunes aient aussi conscience de ça hein, quand ils se forment et qu'ils soient bien informés de ça. Donc voilà, il y a peut-être un axe, si ce n'est pas déjà prévu, soit dans le bac pro, soit dans les formations donc de la filière, bien intégrer ça dans l'information à leur donner. Et puis aussi de plus en plus, parce qu'on est quand même sur des entreprises plutôt de taille artisanale, généralement, il y a aussi une évolution du métier aussi sur le conseil. Beaucoup en fait des clients, alors quel que soit, enfin ça dépend un peu des clients et puis de l'interface que le collaborateur, l'ouvrier peut avoir avec le client, mais de plus en plus quand même, on leur demande du conseil sur tel ou tel matériau à utiliser ou pas, ou en tout cas qu'ils puissent répondre aux questions de leurs clients. Donc il y a ça aussi qui serait peut-être bon à intégrer. Et dernier point, pardon, je suis un peu bavarde, mais il y a toute la notion aussi d'aide à la rénovation énergétique qu'il est important, à mon sens, d'intégrer dans les dispositifs de formation, et notamment, alors peut-être au niveau Bac Pro et peut-être BTS, parce que on est là sur une filière vraiment impactée, alors, particulièrement sur la partie donc isolation, que ce soit intérieure ou extérieure. Et là, en fait, il y a toute une batterie d'aide à la rénovation énergétique qu'il serait bon en tout cas de donner à voir aux jeunes, au moins en fait leur donner les lieux où ils peuvent s'informer et en tout cas la théorie ou la culture générale liée à ces dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. C'est exactement ça. Là aujourd'hui, dans le cadre de ces journées là que l'on a, effectivement, je remercie l'entreprise de dire effectivement nous avons un métier en tension. Ce métier de plâtrier plaquiste et de plaquiste hein, est vraiment un métier en tension. Et effectivement, on se retrouve avec de moins en moins de jeunes et l'UPMI, je veux dire, comme les services de la CAPEB, je veux dire, nous le font remonter hein, dans les notes d'opportunité. L'attractivité, eh ben, c'est un souci. Le métier n'est pas assez attractif. Est-ce que la communication est faite suffisamment dessus pour donner envie? Et c'est là que tous ces enjeux au niveau de l'UPMI est mis en place avec la PMP, on va y arriver, de façon à pouvoir, vous, entreprise, être capable de montrer, de vous mobiliser de façon à capter des jeunes et de les amener vers ces filières-là. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas tendance à y aller. Et au niveau des collèges, ce n'est pas assez représenté et surtout présenté.
différents jeunes qui pourraient être intéressés. Alors, sur Monsieur les enjeux du bac, oui. Monsieur Moreau, j'ai une demande de prise de parole de la part de Madame Guérin, enseignante au lycée Claude-Nicolas Ledoux. Aurélie, vous voulez prendre la parole? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, effectivement, je voulais rejoindre Monsieur Papavoine sur le fait que les lycées professionnels n'ont pas assez de temps en atelier, en technologie pour effectivement former au métier de plaquiste, en plus, disons, sur le CAP peintre applicateur de revêtement. Et aussi, nous avons un gros problème de budget pour acheter les matériaux. Et là, je pense que les DDFPT pourraient beaucoup plus vous en parler. Voilà. Oui, merci Aurélie. Monsieur Papavoine, vous vouliez, alors, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Alors, pour le coup, c'est bon, les nouvelles grilles horaires, que ce soit le CAP ou le baccalauréat professionnel, a été mise à jour il y a quelques années de ça. Il y a quand même, alors même si j'entends l'aspect où on a moins d'heures, il y a quand même tout un environnement qui nous permet aujourd'hui de travailler différemment, surtout sous forme de projet, notamment à travers le chef-d'œuvre, on en a parlé tout à l'heure, qui va permettre de mobiliser vraiment tous les aspects du métier, pas uniquement sur des tâches ciblées. Sur le baccalauréat professionnel, on a aussi cet aspect de la famille des métiers lorsqu'ils arrivent en seconde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont pas simplement se professionnaliser uniquement sur les tâches du bac pro AFB, mais vraiment sur l'environnement du bâtiment. Donc, tout ce qui est les métiers qu'il y a en amont, mais également ce qu'il y a avant et après. Donc c'est vrai que ça c'est un point important, c'est-à-dire que la visibilité de ce métier plaquiste est aussi mis en œuvre à travers la seconde famille des métiers. Donc après, pour l'aspect financier, oui, on connaît les difficultés aujourd'hui, notamment avec la réforme de la taxe d'apprentissage qui a certes affaibli l'établissement scolaire en termes de budget. Ça, voilà, c'est une vraie difficulté aujourd'hui dont on est conscient pour le coup. Merci Geoffrey. Juste pour une précision du coup qui est assez concrète, j'ai 45 € pour chaque élève pour aller jusqu'au mois d'octobre. 45 €. Alors effectivement, là je me permets de prendre la parole en tant que 3CR BTP. Alors pour ceux qui sont en section d'apprentissage et même vous, honnêtement, et nous en section d'apprentissage, les centres de formation, je pense que Luc Papavoine ne me dira pas le contraire, on vous invite vraiment, et j'espère que vos équipes de direction vous laissent cette possibilité, c'est de vous rapprocher des industriels de façon à ce qu'ils puissent vous aider, je veux dire, dans le cadre de partenariats ou alors de présentations ponctuelles ou de façon à donner, je veux dire, en règle générale, quand ils fournissent, je prends sur la plaque de plâtre, dès qu'il y a sur des nouveaux process, il y a des possibilités de pouvoir avoir différents matériaux. C'est la seule solution parce qu'au vu des budgets actuellement, sinon, et quand on voit le nombre, et j'ai entendu l'entreprise tout à l'heure, effectivement, des choses qu'on devrait rajouter dans les référentiels, le manque de temps fait qu'on ne pourra pas rajouter des compétences et des choses à voir, on peut toujours le mettre. La seule chose, c'est que personne n'aura le temps de le faire. Et là, c'est plutôt tromper, je veux dire, les entreprises, parce qu'ils se disent, au vu du référentiel, ils vont voir telle et telle chose, et tromper les apprenants, parce que eux sortiront frustrés en se disant, mais il y avait telle et telle chose, ça n'a pas été assez approfondi, il y a eu des choix pédagogiques de fait, et de trop vouloir en mettre avec des temps qui sont trop courts, c'est pas possible. Sur un plan plus matériel, là, je vous invite vraiment, et si c'est possible, je ne vais pas vous dire, voilà, mais s'il y a possibilité, je veux dire, de partir avec des partenariats, parce qu'il y a différentes choses qui sont faites de façon à vous aider et vous donner différentes, je veux dire, relations avec des industriels. Monsieur Papavoine, vous vouliez prendre la parole. Oui, c'était pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Donc, on ne va pas revenir sur les budgets, les temps pour faire, mais il y a aussi une erreur sur les métiers du plâtre. Je pense qu'il y a eu une erreur qui a été faite par nous au niveau de la profession. C'est à un moment de vouloir à tout prix sortir le plâtre des référentiels de base
et d'en faire des options. Ça veut dire que on est obligé d'avoir une formation de… En fait, voilà, ça ne permet pas d'ouvrir. On a fait sur les métiers de la peinture, sur les titres professionnels, on avait à une époque supprimé la partie solde des titres professionnels, par exemple. On l'a remise parce que ça permet d'avoir une entrée dans le métier, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, mais il faut savoir arrêter à un endroit. Donc, sur les métiers de la peinture, on a arrêté sur peinture intérieure et extérieure, revêtements muraux et sol. Voilà, sur les plâtres, il faut voir les parties. Je crois qu'il faut que chaque union de métier au niveau des différentes instances remonte au niveau du national pour qu'on puisse répondre au mieux à la demande, sans oublier que sur les diplômes de l'éducation nationale, il y a une chose importante qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'attrait que peuvent trouver les jeunes vers un métier et pas sortir du métier quelque chose qui aurait pu les faire venir. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, pour rejoindre ce que Luc évoquait, c'est ce qu'il faut bien penser, là, les centres de formation et surtout bien le proposer aux entreprises, c'est qu'il y a possibilité et l'avantage avec les diplômes de l'éducation nationale, mais pas que, avec des titres pro aussi, hein, mais avec les diplômes de l'éducation nationale, c'est qu'il y a des passerelles. Ce qui veut dire qu'il y a des passerelles entre le peintre vers le plaquiste, et ces passerelles, il faut absolument être capable de les proposer aux entreprises. Pourquoi? Parce que ça permet de faire monter en compétence l'apprenant et de répondre plus aux besoins des entreprises de façon à avoir du personnel, je veux dire, qualifié et qui est capable de répondre au marché. C'est ça. Et souvent, ces passerelles ne sont pas suffisamment utilisées. Voilà. Oui, mais quand on… Enfin, Monsieur Moreau, les passerelles, c'est possible quand on a l'offre de formation en face. Et or, là, c'est pas forcément le cas. Moi, j'aime bien… Là, on s'aperçoit, et là, je prends vraiment la mesure, je veux dire, de cette problématique, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que l'offre de formation n'est pas suffisamment étoffée pour la région Île-de-France. Et du coup, les idées là qui ont été un peu émises, soit alors à voir après, et c'est pas forcément ce matin qu'on va tout régler, mais il y a quand même des petites pistes qui pourraient être creusées. C'est effectivement donc voir comment le plâtre est traité et du coup pourrait être éventuellement renforcé dans le cadre du bac pro, alors soit en le travaillant, donc peut-être particulièrement au titre du chef-d'œuvre ou de la seconde. Donc ça serait à mon avis intéressant à voir parce que là sur le territoire Île-de-France, il y a quand même beaucoup de bac pro, en tout cas plus de bac pro aménagement finition que de diplômes spécialisés en plâtre. Donc ça pourrait être un axe intéressant à creuser. L'idée peut-être effectivement de réintégrer un petit module dans le CAP peintre, à voir comment c'est possible, etc. Ça, c'est des choses que je trouve intéressant à travailler entre du coup la profession et l'académie pour proposer éventuellement des solutions. Et derrière, s'il y a des choses effectivement, des évolutions dans ce sens qui sans complètement révolutionner les diplômes existants, parce qu'on sait bien que faire évoluer les référentiels au niveau national, c'est un peu plus long que quand on a un besoin, on va dire, un peu pressant sur un territoire. Enfin, on n'est pas particulier d'ailleurs, je pense, en Île-de-France. En tout cas, le donner à voir aux entreprises, communiquer sur le fait que on fait travailler ces jeunes en formation initiale, donc en bac pro, à voir après ce qu'on mettra en place, sur justement ce volet plâtre et plaquiste. Alors, voilà, effectivement, c'est le volet qui est au niveau de ce bac pro aménagement finition. Effectivement, on sait que ce bac pro aménagement finition couvre 3 métiers. Et on voit bien que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les temps de formation sont ce qu'ils sont, on ne va pas en revenir dessus. Et c'est surtout être capable, je veux dire, d'encadrer et de réaliser. Et c'est là que c'est important. Alors, il y a le bac pro qui, lui, je veux dire, va partir vers une poursuite d'études. Il ne faut pas, mais pas que. Il y a des jeunes qui, après, vont pouvoir repartir, et je pense que vous le savez encore mieux que moi, je veux dire, vers des spécialités.
Mais là, j'insiste beaucoup, tout le monde ne partira pas vers une poursuite d'études vers le BTS, mais il faut pouvoir les amener, je veux dire, sur certaines appétences. Et il y a des appétences au niveau de ce bac pro aménagement finition qui peuvent être ouvertes pour les jeunes. Avec une courte expérience, le titulaire deviendra chef d'équipe, donc effectivement, ça va faire rêver les jeunes, mais en entreprise, on ne cherche pas que des chefs d'équipe, mais c'est quand même le niveau de formation qui l'emmène à ça. Grâce à son autonomie et à ses connaissances, il peut participer à la préparation, à l'organisation, à la réalisation ainsi qu'à la gestion d'un chantier. Et cette gestion de chantier, alors on peut le faire par la voie scolaire et c'est normal, on peut le faire aussi en apprentissage, mais il ne faut pas perdre de vue que ce jeune-là, au niveau de la plaque de plâtre, et on insiste beaucoup au niveau des plâtriers, on sait que le jeune sera toujours évalué sur des compétences qu'il aura vues, mais il peut y avoir aussi à certains moments une ouverture, je veux dire, quand il y a quelques heures qui peuvent sur quand il y a un atelier de plâtrerie, parce que souvent c'est entre guillemets, c'est plutôt le formateur couteau suisse qu'on aurait voulu dans ce bac pro aménagement finition. Mais quand on a un établissement qui a plus cette spécialité, c'est d'amener les jeunes dedans de façon à leur donner cette ouverture d'esprit. Parce que souvent, le professeur ou le formateur va plutôt vers l'orientation et vers l'appétence que lui et son entrée qu'il avait. Est-ce que je suis clair là-dessus? Oui. Il n'y a pas de question? Si, une question de M. Wilfer. Alors, pour reprendre, alors il a été évoqué effectivement d'intégrer l'apprentissage de raccords de plâtrerie et de plâtre dans la partie peinture, ce qui pourrait faire découvrir et éventuellement générer des passerelles par la suite. Maintenant, vous disiez également au début qu'il y a peu de jeunes qui recherchent cette formation. Moi, je pense que cette formation est assez peu communiquée. On a un métier qui est un peu caché. C'est-à-dire, dans une pièce, on voit qu'il y a des murs, on pense maçon. On voit qu'il y a de la peinture, ça ne se cache pas, donc on pense peintre. Le plaquiste est entre les deux. C'est un lien très important entre gros œuvre et la finition du peintre. Mais c'est un métier caché qui est au milieu. On est un coup rattaché en macro avec des lots finition peintre sol. On est un coup rattaché dans le maçon avec le puzzle. Du coup, le lot plâtrerie est un peu perdu au milieu, un peu délaissé. Or, c'est des compétences qui sont bien spécifiques, d'autant plus avec la réglementation acoustique, incendie, thermique, énergétique, où on nous demande de plus en plus d'un point de vue technique, et on se rend compte qu'on a un CAP, un BP, et après on est obligé de faire de l'aménagement finition, sur lesquels on voit tout. Alors j'entends que le but est de sortir de chef d'équipe, mais clairement, moi ce que je vois, c'est qu'à la sortie d'un bac pro, il faut encore au moins 5 ans pour avoir un chef d'équipe, parce qu'ils ne connaissent rien en plâtrerie. Et on a l'exemple, nous, en interne, donc ça fait 2 ans qu'il a eu son bac pro, on estime encore 2-3 ans avant qu'il devienne lui autonome sur un chantier. Alors pour encadrer des personnes, ça ne sera pas encore sûr. Et l'autre contrainte qu'il y a, c'est que moi, on l'a formé, mais j'ai eu quand même un doute au moment de l'obtention de son bac pro, parce qu'il avait un coefficient qui était inadapté avec ses compétences et sa production. Et c'est bien pour ceci que dans la présentation que j'ai marqué avec une courte expérience, parce que je veux froisser personne. Et effectivement, c'est l'expérience qui fait que, et c'est souvent là, et ça rejoint ce que vous dites, hein, c'est que souvent, là aujourd'hui, avec tel diplôme, ça va emmener à tel coefficient. Et on le voit très bien avec le BP, et je pense que Luc Papavoine pourrait nous en parler aussi. Un jeune qui va sortir avec son BP, un jeune qui va sortir avec son bac pro, souvent est quand même assez trompé, parce que effectivement, il n'a pas les compétences suffisantes et qu'il a besoin de spécialisation, je veux dire, de façon à pouvoir obtenir et arriver à l'attendu de l'entreprise et qu'il soit payé au coût attendu. Voilà, c'est ça. Avec du temps, il va devenir chef d'équipe, ça va demander du
temps, il va prendre de l'autonomie, mais la seule chose pour arriver à ça, c'est qu'à l'issue de ce bac pro, il faut qu'il puisse faire des passerelles et des spécialisations. Et effectivement, pour en avoir rencontré, il y a quand même pas mal de jeunes qui étaient partis avec le bac pro aménagement finition, qui n'ont pas fait de poursuite d'études, mais qui sont partis vers, donc en alternance, hein, ils ont fait un titre pro, je veux dire après de plaquiste, parce qu'ils étaient pas capables de répondre aux besoins de l'entreprise. Oui, si je peux me permettre de rajouter juste un petit point, c'est que là aujourd'hui, on parle beaucoup du bac professionnel, donc on a des peintres autour de la table, je pense, on a des plâtriers et plaquistes, ce qui est très bien. Je ne crois pas qu'il y ait des carreleurs, parce que sinon je pense qu'on les aurait entendus également. On les aurait entendus, hein, oui. Voilà, parce que je dirais que déjà nous, au niveau de nos métiers, on trouve dommageable, c'est que qu'il y ait au fait que la formation ne fait qu'un certain nombre d'heures et qu'on ne peut pas tout voir, parce qu'aujourd'hui, on parle du plâtre, on parle de l'isolation, mais il faut aussi mentionner les carreleurs, parce que moi, j'ai la charge de défendre aussi les carreleurs, et qu'au niveau du carrelage, quelqu'un qui sort du bac pro aménagement finition, qui peut intégrer une entreprise de carrelage, je pense que c'est peut-être encore un peu plus compliqué encore, sauf quelques lycées, peut-être exceptionnellement, où il y a un carreleur qui assure la fonction de formateur sur cette filière. Voilà. Alors effectivement, la partie carrelage alors, il y a les peintres, il y a les plâtriers, enfin les plaquistes qu'on a évoqués, mais dans le bac pro aménagement finition, là où c'est encore plus complexe, c'est la partie carreleur. Et effectivement, c'est là que ça pêche le plus, et on va le voir encore après. Et Luc, il a travaillé beaucoup sur le BTS, hein, on faisait partie du même groupe de travail. Effectivement, on s'aperçoit bien, et encore, ce BTS aujourd'hui a fortement évolué, mais il faut arriver à combler et surtout à raccrocher ces trois métiers. Alors, pour raccrocher ces trois métiers, nous, l'option qu'on a prise, c'est peut-être la bonne ou la mauvaise, j'en sais rien, mais c'est surtout pour arriver, alors en lycée, c'est arriver, alors quand vous avez la possibilité d'avoir des sections plaquistes et des peintres et des carreleurs, c'est d'arriver à faire ce travail de coactivité. De coactivité, parce que cette coactivité, ça permet de donner encore plus d'appétence sur différents métiers et d'amener les jeunes à observer et surtout de se dire « Ah, ce métier me correspond davantage ». Et là, je pense qu'on a tout gagné et on arrivera à combler des manques que l'on a aujourd'hui. Parce qu'effectivement, des manques que l'on a aujourd'hui, ça a été évoqué. Alors en peinture, ça reste tendu, hein, j'insiste, et c'est pour ça que j'avais commencé avec ça. Les plaquistes, alors là, c'est plus que tendu, mais chez les carreleurs, qui, eux, font partie aujourd'hui de la filière finition, c'est très compliqué aussi. Et parce qu'en fonction du territoire national, eh bien, il y a des endroits, c'est des maçons carreleurs, à d'autres endroits, c'est que des carreleurs, mais c'est beaucoup plus rare. Et que les carreleurs se trouvent du coup carrément, eux, ils se trouvent à part et ils ne se retrouvent pas automatiquement dans ce bac pro aménagement finition. On a déjà parlé, nous, au sein du GRAF, où effectivement les carreleurs, on a du mal, énormément de mal à les fédérer vis-à-vis de notre section. Et effectivement, on avait soumis l'idée de les rattacher aux gros œuvres. Parce que c'est quelque chose où il y a une logique de travail. De toute façon, le carreleur passe souvent même avant le plâtrier, dans bien des cas. Et donc, je pense qu'effectivement, si on a besoin de dégager un petit peu de temps sur du bac pro ou des choses comme ça, si les carreleurs étaient rattachés sur du carrelage, sur le gros œuvre, pardon, peut-être qu'on pourrait avoir du temps pour les former plus sur de la plâtrerie, parce qu'on veut faire beaucoup de choses et en fin de compte, on n'a personne. Et je pense que de toute façon, moi je le vois hein, par mon métier de peintre, si j'ai des poseurs de sol, c'est parce que j'ai des peintres que j'ai formés
à la pose de sol. Parce C'est ça. que sinon j'ai pas de jeunes qui viennent, je veux être solier, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai jamais eu moi dans mon cas. Mais si vous voulez, à chaque fois, je dis que toi, tu as des aptitudes, tu es adroit, tu es dynamique, le métier de solier te plairait, pourrait te convenir. Et à chaque fois, mes meilleurs poseurs de sol ont commencé par la filière peintre. Ça, c'est clair. Alors effectivement, dans les référentiels peinture et ceux-là qui ont été réécrits, donc le CAP, donc où il y a déjà un tout petit peu de sol, peut-être pas assez, mais il y en a déjà et ça fait déjà une première approche. Dans le BP, effectivement, il y a du sol, mais surtout la chance que l'on a derrière, c'est qu'on a donc actuellement il y a un groupe de travail qui s'est mis en route donc sur une mention complémentaire de solier. Mais surtout, la chance que l'on a, c'est que sur le territoire, on a les titres pro de soliers, donc de niveau 3, qui sortent déjà des bons soliers et les entreprises ont pris déjà et ont fait monter en compétences leurs salariés et des apprentis. Et en plus, on a des titres privés qui sont de la propriété de l'UPMF et de CALEI, et qui seront à titre de niveau 4, et que là, ça nous forme vraiment à l'excellence au niveau du sol. Et je pense que Luc pourra en parler encore mieux que moi là-dessus. Mais là, nous, au niveau du 3CA, on est en train de référencer différents établissements qui ont posé une candidature de façon à être référencés au niveau de ce type de niveau 4. Il y a beaucoup de demandes de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a marché et qu'il n'y a pas de poseur. Et que ça, c'est une grande problématique avec toute la complexité qui va avec. Et effectivement, c'est bien en répondant aux besoins des entreprises qu'on pourra avancer. Et au niveau du bac pro aménagement finition, effectivement, la partie sol, elle est abordée, c'est les revêtements. Mais à partir de là, et j'insiste beaucoup, c'est en fonction du niveau du jeune, c'est quelles compétences et quelle montée en compétences on va faire, et de façon à pouvoir surtout les fidéliser, les garder dans les entreprises, c'est les amener sur le métier qui les intéresse. Parce que sinon, on est sûr qu'on va former et qu'à la fin du compte, on ne les garde pas. Et c'est là que c'est dramatique, parce que tout l'investissement que les entreprises ont fait, vous les avez vus en stage, vous les avez vus en alternance, et que si à la fin on se retrouve qu'on n'a pas de main-d'œuvre, là on se dit qu'on a tout raté dans l'acte de formation. Monsieur Moreau, j'ai une demande de prise de parole de la part de Monsieur Delzor. Et avant, David, excusez-moi, juste un petit, je ne sais pas si tout le monde voit le chat, mais j'ai Monsieur Battista, enseignant au lycée des Pannevel, qui précise qu'ils ont donc le CAP carrelage au lycée et que les élèves sont enchantés, les entreprises également. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là sur le bac pro qui est tentaculaire en fait en termes de métier qu'il tend à couvrir et on travaille à cela au niveau du campus des métiers des qualifications, au parcours en fait de formation à proposer aux jeunes. Et alors c'est vrai que c'est compliqué peut-être dans la tête d'un jeune de se dire j'ai fait un bac pro aménagement finition et derrière on me proposerait un CAP de spécialité, mais néanmoins ça peut être aussi quelque chose à creuser et notamment pourquoi pas un CAP en un an ou une mention complémentaire à voir, de manière à ce que effectivement une fois qu'ils ont tout goûté entre guillemets à un des 3 ou 4 métiers qu'ils abordent ou qu'ils effleurent lors du bac pro, du coup pouvoir enfin se spécialiser parce qu'ils y ont un attrait et du coup ça permet aux entreprises d'avoir un jeune formé avec un niveau complémentaire et du coup une spécialisation qu'elles attendent. En tout cas ça mériterait d'y travailler, à voir ensuite voilà dans la communication qui serait perçue de ces niveaux de formation différents dans le parcours de formation qu'on pourrait faire valoir à ces jeunes pour, encore une fois, du coup, répondre aux besoins des entreprises et à l'insertion de ces jeunes, en fait. C'est là qu'on voit que la finalité du CAP, de la mention supplémentaire, du baccalauréat professionnel ne sont pas les mêmes, naturellement. Et alors, pour le coup, c'est vrai que sur l'Académie Créteil, on a 2 établissements qui forment nos élèves sous statut initial scolaire au CAP carreleur. Donc, il y a le Pannevel à Provins, et pour le coup, qui
ils n'ont pas d'autres formations au niveau de la finition de bâtiment, ils sont plutôt dans le gros œuvre. Et donc, voilà, il y a le carrelage qui est associé au gros œuvre. Et puis, on a le lycée Claude Nicolas Ledoux dans le 93, à Pavillon-sous-Bois, qui, eux, sont et sur le gros œuvre, mais également sur toute la partie aménagement et finition avec le CAP carreleur, le CAP peintre et le bac pro AFB. Donc, oui, ça fait écho à ce que vous disiez. David Delzor, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Séverine, merci. J'écoute attentivement depuis tout à l'heure et effectivement, on rejoint notre collègue Catrier pour la non-reconnaissance de la présence de cette activité au sein de la formation. Ça fait quelques années que je me bats là-dessus, particulièrement aussi lorsque j'étais formateur à l'AFPA, parce que du coup j'ai les deux casquettes, j'ai été enseignant et je suis enseignant et j'ai été formateur. Tel qu'il est conçu. Oui, pardon. David, je précise, enseignant au lycée du Gué-à-Trême, comme ça au Oui, moins. oui, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, j'avais pas eu le loisir de le faire. Alors, enseignant au lycée du Gué-à-Trême. Donc, du coup, le bac pro est tentaculaire, comme le disait Séverine. Je vais rebondir sur l'histoire de passerelle dont vous parliez juste avant, puisque j'en suis le pur produit, à savoir que lorsque j'ai fait ma formation initiale, j'ai débuté par un CAP de plâtrier peintre. Régionalement, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le plâtrier puis le peintre. Pour ensuite progresser sur le brevet de technicien, qui n'intégrait dans son sein, à l'époque, que des élèves titulaires de CAP avec des dossiers. Aujourd'hui, on travaille un peu différemment, puisqu'on propose à un élève en bac d'acquérir un minimum de compétences pour ensuite se spécialiser. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas judicieux d'envisager peut-être une spécialisation, comme le disait Séverine à l'instant, cette spécialisation qui permettrait de conduire un élève à aller plus vers une option disciplinaire qu'une autre? Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Moreau. Les formateurs couteaux suisses, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas pléthore. J'ai cette chance de pouvoir peut-être revendiquer une partie des choses. Malheureusement, le carrelage ne fait pas partie de mon... J'ai la chance d'avoir un collègue sur site qui, lui, prend en main toutes ces parties disciplinaires avec les élèves. Et je reviens aussi sur le fait dont vous parliez des industriels. À Knof, je pense à Placo, sont impliqués dans la partie professionnelle, à savoir qu'on a la chance d'avoir Knof qui nous livre annuellement environ 7 palettes de plaques de plâtre et les ossations métalliques qui vont avec. Chance de pouvoir davantage pratiquer la plâtrerie que sur d'autres sites. Tout prêt est particulièrement impliqué dans la partie enduit, etc., sous la forme de démonstration ou de dons de produits. Et effectivement, c'est un travail quand même qui est un travail dont on a besoin pour animer les formations. Je rejoins malgré tout aussi donc Aurélie qui parlait de la difficulté financière. J'avoue que pour avoir goûté à l'AFPA et avoir ensuite intégré le sein du corps de l'éducation nationale, d'un côté j'avais la corne d'abondance et aujourd'hui c'est un peu la misère et aller solliciter les industriels pour avoir des dons. Donc faire travailler les gamins avec peau de chagrin, c'est pas toujours évident, mais on apprend à devenir inventif. Et j'en termine là-dessus. Place de seconde. Le travail qui a été fait en amont, dont j'ai pris le relais, j'ai une collègue sur le lycée qui s'appelle Virginie Voyot, qui est enseignante depuis plus de 20 ans, qui avait développé des petites stratégies de progression, dont une est très intéressante, c'est une mini-maquette qui est réalisée par les élèves dès le départ de leur formation, et cette mini-maquette, qui tient sur l'équivalent d'une palette de 120 par 120, intègre l'intégralité des disciplines qu'on va aborder avec les gamins, sous forme relativement réduite et simple. De plainte lorsqu'on monte une cloison, de monter la cloison bien sûr en amont, et ensuite de faire un petit ragréage, une pose de revêtement de sol, un calpinage. Toutes les notions sont abordées avec la co-intervention qui donne énormément de sens. Et là, je trouve que ça a été particulièrement bien mené. Cette co-intervention, qu'elle soit sur le plan du français ou des maths, on peut interagir sur le plan disciplinaire et théorique en amenant les gamins à mieux comprendre ce qu'ils font et à donner du sens à l'apprentissage. Je me tais. C'est parfait ça. Effectivement, quand tout à l'heure, merci, hein, quand je parlais de co-intervention, là moi quand j'étais au centre de formation, j'avais la chance de pouvoir avoir des peintres, des plâtriers et des carreleurs pour donner un sens et surtout donner une appétence par la suite à certains jeunes qui, des moments, auraient fait un choix de métier. Voilà, en se disant oui, j'ai pris ça, le bac pro aménagement finition parce que ça regroupait, et en fin de compte se dévoiler une certaine appétence pour telle et telle discipline. Et effectivement, nous on avait réussi grâce à ça à monter, parce qu'initialement on n'en avait pas suffisamment de plaquistes, et c'est à partir de là que la section des plaquistes a vu son effervescence et qui continue aujourd'hui
Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes se sont intéressés à ce métier, mais qui, jusque-là, ne leur avait jamais été vraiment présenté, vu que c'est plutôt un métier, entre guillemets, qui est en sous-marin. En fin de compte, tout le monde vient travailler dessus, mais personne n'en parle. Et ça, je rejoins complètement ce que l'entreprise disait tout à l'heure. Merci. Je voudrais passer la parole à Monsieur Sintra, Olivier Sintra. Donc, je suis Olivier. Oui, bonjour. Je suis donc Olivier Sintra du lycée Benjamin Franklin de La Rochette. Je voulais rebondir en fait sur la partie justement Solier. Nous avions en fait mis en place il y a 2 ans en fait un CAP Solier en alternance ouvert aux jeunes sortant notamment de CAP peintre applicateur de revêtement. Il y a toujours d'ailleurs un grand besoin au sein des entreprises d'avoir effectivement cette diversité, d'avoir des jeunes formés en peinture et qui ensuite se spécialisent vraiment dans la partie Solier. Ça fonctionnait très très bien, les entreprises étaient ravies et malheureusement ce CAP a fermé et du coup actuellement il y a vraiment une frustration en fait au sein des entreprises, mais aussi au sein de nos élèves qui voudraient vraiment se spécialiser justement dans la partie Solier et qui n'ont plus cette chance de pouvoir le faire en fait. Alors là, excusez-moi, Philippe Moreau, donc vous le faisiez avec la mention, vous le faisiez avec le CAP Solier. C'est ça, sur 1 an en alternance à l'issue de l'obtention du CAP peintre applicateur de revêtement. Voilà. Et effectivement, donc après le seul tremplin pour les sections en alternance, donc en apprentissage, qu'on avait proposé, nous, au sein du 3CA, hein, quand on est encore réseau, à ce moment-là, et là maintenant on est pour tous les centres de formation des OF, effectivement, c'était de partir sur le titre professionnel, car il restait que ça, je veux dire, du titre de l'AFPA, de façon à pouvoir répondre aux besoins des entreprises, avec des contrats en alternance. Parce qu'effectivement, il y a une frustration quand ça a fermé, mais je veux dire, quand ça s'est arrêté, c'est que ça a été long à se remettre, et là, actuellement, effectivement, la mention complémentaire Solier est en train de se réécrire. Et du coup, c'est un diplôme que vous pourriez reproposer dans l'établissement, Monsieur Sintra, j'imagine, en bonne coordination donc avec le chef d'établissement et l'académie, c'est certain. Mais s'il y a une frustration, comme vous dites, du côté des entreprises et qu'effectivement ce CAP n'existe plus, en fait, en tant que tel, ça peut être la bonne solution, la mention complémentaire. La mention complémentaire, elle devrait sortir quand, Monsieur Moreau? Alors, si je ne me trompe pas, Luc, hein, je crois que c'est pour 2024. Hein. Alors oui, parce que l'écriture est en cours, l'écriture du référentiel doit être terminée pour le mois de, on va dire, mars-avril. Après, voilà, il y a toute une démarche au niveau de l'éducation nationale qui permettra pas qu'il soit présenté en CPC, on espère éventuellement avant le mois de décembre. Et puis après, ça sera donc pour la rentrée prochaine, donc 2023-2024, quoi. Pour pallier ce manquement, il y a que, et je vous invite à découvrir, si vous avez la possibilité chez vous, de proposer des titres professionnels. Hein. C'est ce que j'allais dire, Monsieur Moreau. Effectivement, il y a peut-être une piste en attendant 2024. Néanmoins, Monsieur Sintra voulait reprendre la parole. Alors peut-être qu'il a déjà une piste. Oui, si je peux. En fait, excusez-moi. Olivier, avant de continuer, je vais juste préciser quelque chose parce que faut tenir compte aussi du secteur d'activité parce que il y a une chose qui est assez importante de tenir compte, c'est que quand le lycée Benjamin Franklin a ouvert cette section du CAP, elle répondait à une demande des entreprises. Ce qui est assez paradoxal, c'est que nous, on a quand même le CFA Docker qui avait cette présentation du CAP en 1 an. Et si Virgile est là, il pourra nous le confirmer. Mais à Auxerre, ça n'a jamais fonctionné. Alors qu'à Melun, il y avait de la demande. Donc, c'est aussi remettre la formation dans le territoire qui correspond. Oui, Monsieur Sintra ? Oui, en fait, c'était aussi justement de pouvoir proposer des choses justement à des élèves sortant d'un CAP peintre applicateur de revêtement.
car actuellement, tout à l'heure, nous parlions des passerelles, et c'est de plus en plus difficile pour nos élèves sortant d'un CAP peintre applicateur de revêtement de pouvoir effectivement poursuivre leurs études en bac professionnel, car les places sont très limitées. Et du coup, une classe montante de 12, effectivement, entre les jeunes qui vont arriver de seconde générale, qui vont faire une demande pour arriver donc en première bac professionnel, vont être prioritaires par rapport à des élèves qui demanderaient la passerelle du CAP au bac professionnel. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir leur apporter un choix de formation justement pour continuer et se perfectionner dans des domaines, que ce soit effectivement la partie solier ou la partie plaquiste. Alors, ça, vous avez raison, Monsieur Sintra, dès lors que ça répond bien à un besoin d'entreprise, hein, parce qu'effectivement, s'il s'agit, à chaque fois, en tout cas, c'est pas le cas là, hein, mais proposer une continuité de formation, de spécialité quand il n'y a pas de besoin d'entreprise, c'est toujours, enfin voilà, c'est pas forcément souhaité, mais c'est pas le cas là a priori avec cette formation-là. Il y a du coup une piste à rechercher, hein, pour remplacer, j'imagine, en tout cas au regard, il faudra réévaluer le besoin aussi des entreprises, hein, sur le territoire, mais il y a peut-être une piste là à rechercher encore pour remplacer ce diplôme du coup manquant dans cet établissement. À revoir si c'est un titre pro ou autre chose, et ça c'est pareil, je pense que Olivier Lefebvre, là pour le coup je m'adresse à toi, et il faudra, on verra comment on pourrait trouver une solution au regard aussi, encore une fois, de l'évaluation des besoins des entreprises. Alors effectivement, en fonction des besoins des entreprises, et on sait qu'en même temps, l'ouverture, je dirais, et de pouvoir répondre à la demande, je veux dire, des entreprises en offrant des formations, on sait que, et ça a été clairement évoqué au début, en préambule, ce qu'on a, et en Île-de-France et ailleurs, mais en Île-de-France, c'est pareil, même si on se dit en Île-de-France, il y a les transports, il y a tout ça, c'est qu'on sait qu'on a des jeunes qui sont de moins en moins mobiles et que, effectivement, pour arriver à combler tous les manques, il faut arriver à diversifier l'offre de formation. Monsieur Moreau, vous aviez une suite à votre présentation, du Oui. coup, on vous a... Alors effectivement, là, ça reprenait, donc il y a les formations, et là c'est surtout pour les entreprises. Effectivement, travaux pratiques et technologies. En première année, il y a 9 heures. En deuxième année, c'est à titre indicatif, 7h30 qui sont proposées, et 7h30 aussi. Là où je trouve que c'est important aussi, c'est l'étude des constructions. Donc, il y a 2 heures. Et sur le chef-d'œuvre, à partir de la deuxième année, je veux dire, il y a 2 heures. Et effectivement, ce chef-d'œuvre est vraiment la partie complètement transversale qu'il faut pouvoir développer au maximum. Alors ensuite, j'avais donc les débouchés. Les titulaires du bac pro peuvent entrer dans la vie active comme ouvriers qualifiés pour évoluer en entreprise vers des postes de chef d'équipe grâce à leur expérience. Et ça, c'est bien pour répondre aux entreprises. Effectivement, ça ne va pas se faire à l'instant T. Alors, il y en a qui ont fait des bacs pro aménagement finition. Des moments qui repartent en alternance vers un BP, ce n'est pas le circuit normal parce que normalement, on est toujours vers une montée en compétences, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ils prendront alors la responsabilité de petites équipes d'ouvriers, suivront les chantiers tout en participant à la réalisation. Et c'est là que je trouve que c'est très, très important, c'est que le bac pro est amené toujours à la réalisation. Il sera toujours un homme de terrain à réaliser. Pourquoi? Parce que par la suite, de ce qu'on va voir dans la présentation, et c'est une demande de la profession, et de la profession, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce que je vais vous montrer dans la présentation, c'est le fameux BTS qu'on appelait avant aménagement finition, qui lui, et Luc Papavoine, je pense qu'il pourra en témoigner encore plus que moi, on avait travaillé sur la note d'opportunité, c'est un BTS qui a failli disparaître à jamais pour être fusionné avec un autre. Et c'est là que c'est important que les entreprises du secteur se mobilisent là-dessus, de façon à pouvoir faire vivre ce BTS
avec, qui va apporter des réponses, car par la suite, sinon, ce BTS, je veux dire, si en cas il venait à pas fonctionner, et malgré la réécriture de façon à pouvoir combler un maximum de manquements et par rapport au niveau des entreprises, c'est qu'avant d'arriver à ce BTS, il y a toujours un perfectionnement, s'orienter vers l'excellence en un an. Alors là, je vais prendre l'exemple de la mention complémentaire peinture-décoration, mais vous avez toutes les mentions complémentaires qui existent et à l'issue du bac pro, je veux dire aménagement-finition, évidemment, on ne monte pas en compétence vers un niveau supérieur, mais il y a possibilité de rejoindre ces mentions complémentaires qui existent. Et aujourd'hui, elles ne se font pas assez. Et elles se font, alors on en a qui se font dans les CFA que je connais sur ces domaines-là, et c'est quelque chose qui reste encore assez anecdotique. Alors là, est-ce que par chez vous, en Île-de-France, vous avez aussi des demandes, alors je parle pour les peintres, de ces mentions complémentaires? Alors il y a la peinture-décoration, il y a la mention complémentaire de plaquiste actuellement. Est-ce que vous avez ces demandes ou pas du tout? Monsieur Sintra. Oui, nous, Et Monsieur Joly ensuite, pardon. Excusez-moi. Pardon. Oui, nous, dans l'établissement, en fait, nous avons mis en place depuis l'année dernière, en fait, une FCIL, donc une formation complémentaire d'1 an, en initiale sur toute la partie en fait encadrement de travaux biosourcés et numériques qui tourne autour d'un projet en fait réel sur la partie professionnelle et qui en fait tout l'enseignement de cette formation va graviter en fait autour de ce projet commun. Donc aussi bien sur la partie numérique que sur la partie biosourcée. Donc là, c'est effectivement une formation qui a lieu à l'issue effectivement du bac professionnel. C'est-à-dire que les jeunes sortant de bac professionnel de tout horizon, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir aussi bien des maçons que des peintres, que des menuisiers, et en fait viennent sur cette formation d'1 an pour mettre en application et approfondir leurs compétences justement sur toute la partie organisation de chantier et suivi, en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, pour les emmener vers justement le rôle de chef d'équipe. D'accord. Et Monsieur Sintra, je peux vous poser une petite question. Du coup, les entreprises en face, elles sont de quel corps d'État? Vous avez une petite idée des corps d'État voilà, qui sont intéressés par ces jeunes en FCIL? Alors, nous avons en fait des entreprises donc, de peinture, nous avons des entreprises de carrelage qui prennent régulièrement aussi des jeunes, des entreprises donc de bureaux d'études sur toute la partie architecturale. Nous avons donc pareil des entreprises de maçonnerie. Donc en fait, il y a un réel besoin, peu importe la structure de l'entreprise. Merci Monsieur Sintra. Je souhaiterais passer la parole à Monsieur Montjoly, s'il vous plaît. Monsieur Montjoly. Ouais, moi, je n'agis plus sur les micros, hein, donc vous êtes autonome pour prendre vos micros. Je ne sais pas chez moi. Ah, voilà. Non. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Monsieur Montjoly. Je voulais dire, chez nous, par exemple, on demande beaucoup, les patrons, les entreprises de peinture demandent beaucoup pour les soliers. Ce qui fait, on fait les élèves quand ils ont un CAP, ou ceux qui veulent continuer, qui ne veulent pas faire poursuite d'études pour un BTS, de leur faire, on les envoie souvent à le CFA qui est à Créteil, qui a changé maintenant, qui je crois maintenant il est à Saint-Denis. Voilà, qui a changé cette année, qui est à Vitry maintenant. Il est à Vitry. Ce qui fait, le mention complémentaire, c'est souvent demandé après, parce qu'il y a certains élèves qui ont peur aussi de rentrer dans la vie active. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire un BTS, mais ils veulent pas entrer dans la vie active, ce qui fait que je leur fais faire souvent, finalement, soit un complémentaire, soit solier. Platiste, il n'y en a pas beaucoup, mais pour le bac chez nous, on a accès depuis 2 ans, on fait beaucoup finalement, pour tout ce qui est plâtrier, tout ça, on essaie de s'efforcer de le faire, plus que la peinture, parce qu'on a remarqué avec le temps, beaucoup d'entreprises nous ont dit que nos élèves
sont plus des spécialistes en peinture, appliquer la peinture, que être des plâtriers alors qu'ils sont dans l'aménagement, etc. Alors qu'on faisait un petit peu finalement de BA13. Maintenant, on a mis l'accent plus sur le BA13 et le plâtre, les carreaux de plâtre, plutôt que sur la peinture. Ce qui fait, c'est pour combler cette demande qui est demandée pas mal finalement dans notre secteur, le 93 et le 94. Je précise donc lycée Samuel de Champlain à Chennevières pour Monsieur Monjoli. Voilà. Ok, merci pour vos interventions. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole avant de repasser la parole à Monsieur Moreau? Monsieur Moreau, est-ce qu'on peut du coup aller sur le BTS dont vous parliez tout à l'heure? Alors, le BTS, alors, concevoir, organiser, diriger. Alors, le BTS donc, possède une expertise, une grande partie des activités du second œuvre, comme les cloisonnements, ce qu'on a évoqué, les plafonds. Alors, évidemment, là, c'est un gros travail qui a été fait, les travaux de façade, les revêtements muraux ou de sol, la peinture et la décoration. Il maîtrise les aspects techniques, esthétiques et réglementaires. Donc, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, depuis le début, est complètement mis et repris dans le BTS. Il est en capacité d'occuper les différents postes conducteur de travaux, assistant du chef d'entreprise ou chargé d'affaires. Il peut en toute autonomie assurer l'assistance du chef d'entreprise, participer à l'action commerciale, élaborer les dossiers techniques et économiques, assurer la préparation du chantier ou encore conduire et gérer une opération dans tous ses aspects techniques, organisationnels et économiques. Il utilise les outils numériques pour concevoir et calculer et prend en compte les aspects environnementaux. Alors, dans cette écriture de ce BTS, évidemment, là, quand il a été repensé, c'est vraiment pour arriver à combler tous les manques, mais un BTS doit savoir faire. Et là-dessus, je pense que Luc pourrait en parler mieux que moi, parce que c'est lui qui l'avait présenté, cette note d'opportunité qu'on avait travaillé ensemble. Hein. C'était qu'il soit un second dans l'entreprise. Mais évidemment, avant d'arriver d'être un second dans l'entreprise, il faut absolument que ce BTS, je veux dire, sache déjà travailler, qu'il soit issu, évidemment d'être issu au niveau du bac pro, du bac pro aménagement finition, c'est un plus. S'il a pu faire des mentions complémentaires, évidemment, s'il doit savoir faire, il devra déjà savoir faire lui-même. Et là, vous avez tout ce découpage d'heures à titre indicatif, donc qui ramène sur 32 heures. Vous avez donc réponse à un projet, sciences de l'ingénieur, études de construction, les essais de mesure, l'organisation, la communication, évidemment le français, la culture générale, les mathématiques, les langues. Et il y a surtout la co-intervention en enseignement en anglais, enseignement pro, la co-intervention en physique, chimie avec l'enseignement professionnel et la co-intervention mathématique et l'enseignement pro. Et ça, donc, c'est en première année pour les mathématiques. Et ça avait été une demande de la profession de façon à ce qu'il y ait toute cette co-intervention avec ce domaine-là. Alors, je vais continuer pour ne pas manger trop de temps. La période de formation d'entreprise, donc quand on est sur un cursus, est de 8 semaines, ou en alternance annuelle apprentissage, c'est 20 semaines de formation ou en lycée CFA et 27 en entreprise. Le titulaire du BTS, donc FAP-Creux, occupe des postes dans des entreprises de second, de construction, de rénovation de toute taille, relevant du second œuvre, du bâtiment, à savoir peinture, plâtrerie, isolation extérieure, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais la partie isolation extérieure est une partie qui monte en flèche dans votre secteur, revêtement de sol et murs, aménagement intérieur. Il peut également occuper des fonctions commerciales. Après une solide expérience, la création, la reprise d'entreprise est possible. Et quand la note d'opportunité avait été faite, ça avait été une grande demande de la profession, quel que soit le secteur du carrelage, de la peinture ou de la plâtrerie, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises à reprendre et que là, à ce jour,
il y en avait qui se retrouvaient à disparaître vu qu'il n'y avait pas de repreneur. Voilà. Monsieur Moreau, est-ce que vous pourriez, du coup, vous nous avez parlé de l'isolation extérieure, est-ce que, du coup, on peut faire un arrêt sur image là-dessus? Vous avez des choses à nous dire sur l'isolation extérieure et comment, du coup, c'est intégré dans ce BTS particulièrement ou plus largement sur les diplômes de l'aménagement finition? Alors, l'isolation extérieure, là, elle est abordée donc de façon à toute la, entre guillemets, on va parler de correction thermique des bâtiments. Alors, il y a deux entrées, il y a les grands bâtiments que vous connaissez et il y a les bâtiments, donc il y a tout ce qui est maison individuelle. Sur cette partie-là, on sait qu'il va être plutôt sur du calcul, le BTS. Et là où c'est important, c'est que dans le cadre de ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du bac pro aménagement finition, il est possible, et c'est surtout une spécialisation que j'invite à vous projeter dessus, c'est sur le titre de façadier. Où le titre de façadier, vous avez toute la partie isolation extérieure. Et là, celle-là, aujourd'hui, les grands nombres d'entreprises trouvent personne pour exécuter cette partie-là. Et là, ils sont obligés de faire appel à des main-d'œuvre de X raisons et de X horizons, de façon à pouvoir répondre à ce métier-là qui est être capable de faire l'isolation par l'extérieur, donc qui est du chevillé collé, mais pas que. Il y a les nouveaux process, je veux dire, il y a les coupures, il y a la partie laine aussi qu'on met entre la partie polystyrène, laine, entre les différents étages, de façon à éviter la propagation du feu, toutes ces parties-là. Et là, c'est vraiment une partie qui est importante et qui est à prendre en ligne de compte et être capable de proposer au niveau des centres de formation et des lycées. Parce que là, c'est vraiment, il y a une forte demande de la profession. J'ai deux demandes de prise de parole. Luc Papavoine, Monsieur Delzor. Oui, je vais commencer juste pour préciser. Donc, c'est vrai qu'on parle d'éthique professionnelle, mais comme on est quand même entouré de beaucoup de personnes de l'éducation nationale, je rappelle quand même que nous avons, alors pour notre partie à nous, la chance d'avoir à Auxerre le brevet professionnel. Et si Virgile veut participer, il peut, mais c'est vrai que l'ITE, on avait déjà de la formation ITE à Auxerre qui était pratiquée avant, mais le BP intègre parfaitement l'ITE et l'isolation thermique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entrées en BP ne sont pas suffisantes, sans doute, pour fournir suffisamment de professionnels. Et c'est là où il faudra peut-être essayer d'actionner quelques leviers pour orienter plus des jeunes sur ce diplôme qui est quand même le diplôme de prédilection des chefs d'entreprise. Non, mais c'est vrai que l'isolation donc par l'extérieur, c'est quand même un enjeu important pour nos entreprises. Donc, à avoir voilà les moyens de proposer ça aux jeunes. Encore une fois, voilà, il y a un travail d'évaluation aussi des besoins à faire de notre côté et une forte demande des entreprises. Hein. Oui, tout à fait. Et une carte des formations, du coup, à organiser sur ce sujet-là. D'autant que, du coup, si on intègre, en plus dans nos propos, là, sur les diplômes de niveau, entre guillemets, de production, voilà, et notamment le bac pro, quand on parlait du bac pro, on n'en a effectivement pas parlé. Déjà, c'était tentaculaire sur les métiers dont on parlait. Quand on intègre en plus l'isolation thermique par l'extérieur, c'est vrai que ça peut pas suffire, en tout cas pour spécialiser des jeunes sur cette spécificité, d'autant qu'il y a plusieurs ITE, plusieurs filières dans l'ITE. Monsieur Montjoly, pardon, excusez-moi, Monsieur Moreau. Monsieur Montjoly, vous vouliez prendre la parole? Oui, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une forte demande. J'avais un jeune l'an dernier, j'ai proposé à un patron sur Noisy. C'est l'entreprise construction, mais finalement, il n'a pas gardé parce qu'il n'avait pas les compétences surtout pour tout ce qui est isolation. Il a gardé que 6 mois finalement. Il a dit que finalement, il n'avait pas les compétences pour le garder plus loin, pour plus longtemps. Ce qui fait, dans cette partie-là, nous avons, je pense, dans cette filière, un gros travail à faire.
Alors effectivement, et je l'avais juste précisé dans cette partie-là, parce qu'avant, c'est toujours, et on était plus axé quand on avait fait cette préparation sur le bac pro aménagement finition. Effectivement, dans le BP, l'isolation extérieure a été fortement prenante, hein, parce que c'est une volonté de la profession. Mais effectivement, là aujourd'hui, au vu des marchés et au vu des réglementations et au vu du prix de l'énergie, on sait que c'est un marché qui est complètement en pleine explosion, il faut dire des choses. Et effectivement, la grande problématique, c'est qu'il faut former des gens compétents qui puissent répondre aux besoins des entreprises et surtout d'être, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais d'être le plus, je veux dire, rentable rapidement de façon à répondre au prix des marchés. Une petite question, M. Moreau, une petite question sur le numérique, du coup, parce que vous en parliez là tout à l'heure dans le BTS, dans la présentation un peu synthétique du BTS. Comment s'est intégré du coup le volet numérique à ce niveau de formation? Alors, la partie numérique, alors je vais avancer. La partie numérique, elle est surtout au niveau d'être capable de vendre. Alors, il y a tous les outils de façon à faire les calculs, parce qu'il doit être capable de rendre un travail propre et qui soit le plus lisible possible. La partie du numérique, il y a toute la lecture avec le BIM. Donc, au niveau de la partie EDC, donc il y a un gros travail qui est fait avec eux. Ils doivent être capables de maîtriser la maquette BIM. Alors, en faire toute une lecture, on ne leur demande pas de la construire, mais d'en faire une lecture la plus pointue et surtout d'être capable d'expliciter de ce qui va être fait. Et surtout, à partir de là, sur la partie numérique, au niveau du BTS, c'est qu'il y a aussi donc des formations qui vont être en synchrone et de façon à ce que les jeunes puissent aussi suivre une partie de formation, je veux dire en distanciel. Donc là, toute cette partie numérique, elle est abordée. Ça va y avoir aussi des dossiers donc au niveau de la filière. Vous allez, là, les dossiers qu'il y a donc, ont été créés avec 3PF, hein, Info-Finition. Donc là, vous avez les liens. À partir de là, il y a des parties qui sont dédiées aux formateurs et il y a des parties qui sont dédiées aussi aux apprenants. Donc là, vous avez les dossiers sur les enduits de préparation des supports, isolation, le peintre, bon, quel talent. Vous avez sur cette partie-là. Ensuite, vous avez, pour les plâtriers, toute cette partie digitale, donc de l'association pour la promotion des métiers du plâtre et de l'isolation. Alors, je ne sais pas si les formateurs le connaissent, est-ce que les entreprises le connaissent, mais tous les ans, l'APMP, formateurs enseignement, qui sommes-nous? Il y a tout un tas de ressources qui sont à leur disposition. Et ça, c'est que des plus pour les formateurs. Alors, je ne sais pas si les gens connaissaient. J'ai des hochements de tête, des noms en fait. Donc ça c'est super intéressant ce que vous nous dites parce que c'est justement aussi l'objet de ces rencontres, c'est de valoriser, de faire valoir un peu les outils existants et mis à disposition de tous. On est bien d'accord, c'est ouvert à tous, qu'on soit CFA. Alors l'APMP c'est ouvert. Alors Action 3PF c'est ouvert. Je reviens en arrière. Action 3PF c'est ouvert à tous les professeurs et tous les formateurs, que ce soit de la formation initiale, en lycée ou alors en CFA, c'est ouvert à tout le monde. À savoir que le partenariat, il y a la profession, il y a les industriels, il y a l'éducation nationale et il y a le 3CA BTP qui est représenté. Donc c'est ouvert pour tout le monde. Donc, à partir de là, il suffit de s'inscrire et vous aurez toute la ressource. Là, aujourd'hui, Action 3PF a proposé et a déployé donc un appel à projet avec le 3CA sur la transition du numérique, de façon à proposer toute l'analyse des pathologies, donc qui sera
faites en 3D à partir de casques virtuels. Donc là, il y a il y a deux régions qui sont mobilisées. Il y a les Hauts-de-France et il y a la région PACA. Voilà. Et toutes ces choses-là seront à disposition de ce qui sera fait pour tous les formateurs. Pour Info Finition Pro Finition, si vous avez besoin, vous pouvez les contacter et ils vous prêteront des casques virtuels de façon à pouvoir déjà lire les modules qui sont construits. Voilà. Ensuite, donc, pour l'APMP, formateur enseignant, là, il y a un challenge du plâtre qui répond sur l'excellence, c'est découvrir les métiers du plâtre à travers des projets qui sont faits. Alors, il y avait des inscriptions qui avaient lieu, tout le monde peut s'inscrire. Donc, à partir de là, c'est vraiment pour promouvoir ce métier du plâtre au niveau de vos établissements et surtout le faire savoir à l'extérieur, à travers les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et il y a un concours donc, qui est fait de façon avec un prix, avec les différents centres qui s'inscrivent. Ça, c'est porté par l'UPMI, c'est porté aussi par la CAPEB, mais l'UPMI est complètement au courant de ces choses-là. C'est Jean-Paul Lame qui travaille aussi là-dessus, et de façon à promouvoir les métiers. Ensuite, vous avez donc l'APMP, donc Jean Le Cam, donc c'est le parrain du challenge 2021. Vous pouvez toujours y aller sur le site, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire et c'est tout ce qui est attendu et surtout pour promouvoir les métiers. Et je trouve que ça répond vraiment aux besoins comme l'entrepreneur tout à l'heure qui parlait. C'est qu'effectivement, ces métiers du plâtre qui ne sont pas assez connus, c'est la belle occasion de les présenter au niveau de vos centres de formation. Voilà. Il y a aussi le 3CR BTP qui, là, pour tous ceux qui ont des sections en apprentissage, vous avez les appels à projets, vous avez 3CA Academy. Donc, d'abord sur les appels à projets, donc vous avez l'adresse. Donc, ce document vous sera transmis. Vous avez un investissement qui sera fait sur les investissements innovants. Tout à l'heure, je vous parlais de machines pour nettoyer, le matériel pour les plâtriers, les peintres, les carreurs. Ça rentre dans le cadre des investissements innovants. Ça a démarré le 17-12-2021 jusqu'au 31-12-2024. Le 3CA lance un appel à projet ambitieux sur 3 ans avec une enveloppe de 75 millions d'euros. C'est un budget qui est sur 3 ans. Donc, je vous invite à vous positionner dès que vous avez des sections d'apprentissage et que vous avez des choses innovantes à demander. N'hésitez pas, montez le dossier, allez sur la plateforme appel à projet du 3CA et vous avez possibilité d'obtenir des fonds. Ensuite, vous avez la plateforme 3CA Academy, la plateforme en ligne d'offres de connaissances du 3CA pour accompagner les organismes de formation métiers du BTP dans la montée en compétences de leurs collaborateurs. Ce qui veut dire que vous, formateurs, si vous voulez monter en compétences dans tel et tel domaine, que vous avez des sections d'apprentissage, vous avez possibilité de pouvoir être accompagné par 3CA Academy. Sachez bien que le 3CA BTP, c'est l'outil de la branche du BTP et qu'on est là pour travailler avec vous. C'est pas à moi, je veux dire, c'est l'outil de la branche. Donc, profitez-en. Il y a tous ces domaines qui peuvent être pour vous et qui peuvent être que des bonnes ressources. Voilà. Et ensuite, vous avez toute la partie expertise, innovation. Donc, vous avez l'offre de service du 3CA, les appels à projets, les webinaires, les flashs juridiques si vous aviez besoin, la relance de l'apprentissage BTP, on en parlait au niveau des plâtriers, et les tendances, qui veut dire que toutes les visions qui pourront, et surtout là où il y a des métiers en tension, et qu'est-ce qu'on peut apporter pour vous accompagner là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Donc, il y a les formations, tout ce qui peut être en plus commercial sur des choix décoratifs. Vous avez comment accompagner les apprenants. Donc là, dans le bac pro aménagement finition, vous avez le groupe de la feuille blanche qui s'y prête. Vous avez des conceptions de réalisation de votre décoration d'intérieur. Donc, ça comporte le plâtre, le carrelage et les murs.
les solutions à 360 degrés, la seule solution complète de conception en 3D avec un chiffrage instantané, ça vous pouvez avoir accès. Donc vous avez la place du numérique dans les projets, donc les locaux pro, les salons, les petits espaces, donc là vous avez aussi un lien. Et vous avez tout ce qui peut être proposé avec différentes atmosphères. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Ça, c'est très intéressant. Donc, effectivement, cette présentation vous sera transmise donc à l'issue de cette rencontre. Moi, j'ai un petit complément de présentation à vous donner avant qu'on se quitte, notamment sur la partie attractivité des métiers et outils à disposition. Je vais reprendre du coup la main pour partager mon écran. Alors, attendez, hop. Et effectivement, donc les outils du 3CA BTP sont, on va voir ce qui est donc ouvert à tous ou pas ouvert à tous. Et dans tous les cas, sachez que, et là je m'adresse du coup aux établissements de formation, on est en train de travailler en partenariat donc au titre du campus des métiers et des qualifications, transition numérique et écologique dans la construction avec le 3CA pour justement faire en sorte aussi que les outils ou les ressources puissent être mises à disposition des établissements de formation, quelle que soit la provenance quel que soit le statut ou la nature de l'établissement de formation. Puis les outils à disposition, donc les bourses, la bourse à l'emploi dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire à vos jeunes d'aller quand même candidater auprès de ces entreprises, même pour des offres de stage ou en tout cas des recherches de stage ou d'apprentissage, parce que voilà, elles le disent pas forcément, mais quand elles recherchent, quand elles recrutent, elles peuvent aussi être intéressées du coup par des jeunes en période de formation, en période de stage ou en période d'apprentissage. Des ressources techniques aussi à votre disposition. Quand on parle de réglementation environnementale, il y a une web-série qui a été réalisée en 6 épisodes sur la réglementation environnementale qui est ouverte à tous sur la chaîne YouTube de la FFB. N'hésitez pas à la visionner et à la partager avec vos jeunes en formation initiale. C'est toujours aussi intéressant pour eux de visionner cette web-série. Idem pour le BIM. Il y a des tutoriels qui ont été réalisés par le plan BIM, dans le cadre de la formation, la sensibilisation au BIM. Et il y a des tutoriels, le tutoriel 6, et non pas 4 et 5, mais le tutoriel 6, qui est dédié d'ailleurs au lot aménagement intérieur et finition. C'est aussi ouvert à tous, d'ailleurs les entreprises et les jeunes en formation initiale et à leurs enseignants. Donc n'hésitez pas à aller aussi visionner ces ressources. Et puis donc en termes d'attractivité, au-delà du challenge plâtre, qui est aussi qui est effectivement un challenge intéressant et important, il y a aussi la compétition des World Skills, qui est une belle vitrine des métiers et de l'excellence dans nos métiers, qui a ouvert sa 47e édition et qui aura en plus la chance et l'intérêt en France de se dérouler pour la compétition mondiale en 2024 en France, donc à Lyon. Donc c'est effectivement un zoom particulier qui va être donné sur notre pays et du coup c'est un zoom qui peut être donné du coup à nos métiers. Donc tous les jeunes peuvent concourir dès lors qu'ils sont âgés de moins de 23 ans pour certains métiers, voire moins de 26 ans pour certains des métiers présentés pour le pôle BTP. Donc tout jeunes, c'est-à-dire jeunes apprentis, jeunes lycéens ou jeunes salariés actifs dans les entreprises. Donc les métiers représentés, il y en a 17 qui sont ouverts à la sélection régionale. Un seul au niveau mondial aujourd'hui, c'est le métier de énergie renouvelable. Mais sur les 17 métiers ouverts au niveau régional, là les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de novembre. Les jeunes peuvent s'inscrire. Donc vous voyez l'âge requis maximum pour pouvoir concourir. Et il y a effectivement donc des métiers qui nous concernent ce matin, donc peinture, décoration, solier et plâtrerie, construction sèche. Donc surtout, effectivement, si vous avez des jeunes qui
pourraient prétendre à concourir, et carrelage, excusez-moi, j'ai pas oublié le carrelage, mais si vous avez des jeunes qui pourraient prétendre à concourir, qui souhaiteraient, qui seraient motivés pour concourir à cette compétition, c'est vraiment le moment de s'inscrire et de pouvoir donner à voir cette belle vitrine de nos métiers. Voilà, je vous ai remis un peu le calendrier et surtout le lien, voilà, pour que les jeunes puissent s'inscrire à cette compétition régionale, nationale et internationale. C'est aussi un bon moyen pour eux de se performer et de rencontrer d'autres jeunes de France, ou enfin d'autres régions en France ou d'autres pays surtout. Et puis, j'en viens à la clôture de cette rencontre. Je vous donne rendez-vous le 13 avril prochain pour un colloque plénier, parce qu'effectivement, donc ces 7 rencontres filières vont donner lieu à une restitution globale au mois d'avril prochain. Ce sera du coup l'occasion de parler transition écologique et numérique de façon un peu plus transversale. On parlait tout à l'heure d'interface entre les métiers en méthode pédagogique dans certains établissements de formation. Effectivement, la transition écologique et numérique, elle est transversale à l'ensemble de nos métiers et l'ensemble de nos filières. Donc, ça sera l'occasion, voilà, de donner à voir ce sujet-là au travers de tables rondes avec d'autres experts sur le sujet. Et puis, ce sera aussi surtout, et certains d'entre vous autour de la visio sont impliqués, de remettre les prix à nos lauréats du hackathon du campus des métiers et des qualifications, puisque depuis le début de l'année 2022, on a ouvert et donc certains jeunes apprentis, lycéens et jeunes en IUT sont en train de préparer des sujets et des travaux à présenter donc à notre jury de professionnels au titre de ce hackathon qui a pour thème cette année, c'est le premier, la gestion des déchets et le réemploi des matériaux. Donc je sais qu'ils sont en train d'y travailler à pied d'œuvre et donc ce sera l'occasion ce 13 avril de pouvoir remettre les prix à nos jeunes. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je tenais à vous remercier tous pour ces échanges. Certes, à mon avis, beaucoup sont peut-être frustrés parce que 2 heures c'est court et effectivement il y a beaucoup à dire sur la formation initiale et les besoins en compétences des entreprises. Donc surtout rendez-vous le 13 avril, ça permettrait de continuer ce sujet-là. Et puis dans tous les cas, voilà, on continuera nos travaux, notamment voilà, la fédération et l'académie, on va y travailler au titre du campus notamment. Et puis on aura certainement d'autres occasions de vous réunir. Olivier, est-ce que tu veux clôturer ces échanges ? Eh bien, juste pour dire un grand merci à chacun d'entre vous. Merci Monsieur Moreau, merci Séverine, merci à tous pour ces échanges, encore une fois, passionnants autour de nos métiers et des formations qui y conduisent. Merci, à très bientôt à tous. Au revoir.